Bonsoir à tous. La France, on le sait bien, on l'a dit, se trouve dans une situation politique, économique et sociale instable, fracturée, marquée par les inégalités et de grandes mutations. Et devant ces bouleversements qui affectent probablement en premier lieu les plus pauvres, qui peuvent exclure aussi, la fraternité est-elle, peut-elle être un levier majeur de libération de nos égoïsmes et de dépassement collectif? C'est le sujet sur lequel l'association Au Captif La Libération nous invite à réfléchir ce soir. La devise républicaine, on le sait aussi, repose sur un triptyque qui inclut la fraternité et Fratelli Tutti, tous frères, rappelle aussi le pape François dans son encyclique qu'elle est un lien, un moteur important, essentiel pour nos sociétés, la fraternité et l'amitié sociale. Alors comment cette fraternité républicaine et la fraternité chrétienne résonnent-elles ensemble? Comment mettre en œuvre cette fraternité au quotidien? Quelles espérances ou quelle espérance engendre-t-elle? Je suis heureux d'accueillir ici Jean-Marc Sauvé. Bonsoir et merci beaucoup d'être là, président des Apprentis d'Auteuil, vice-président du Conseil d'État de 2006 à 2018. Apolline Latreille, responsable du programme Marcel Olivier, un programme proposé par les captifs pour accompagner les personnes alcoolodépendantes. Le père Laurence Talabourdillon est directeur du service pour les professionnels de l'information et enseignant au Bernardin. Merci beaucoup d'être là. Et Samuel Gibowski, fondateur de l'association Coexister, aujourd'hui engagé en politique. Enfin, vous allez nous raconter tout ça. Peut-être pour commencer et pour nous mettre aussi de plein pied dans le concret, Apolline, vous allez pouvoir nous dire d'abord peut-être quelle est la réalité de votre travail au sein de ce centre Marcel Olivier dans le 9e arrondissement à Paris, dont vous êtes la responsable. Bonsoir à tous et à toutes. En effet, la fraternité est au cœur vraiment de l'action des captifs, notamment au sein du programme Marcel Olivier, qui est donc un espace, un programme qui accompagne les personnes en situation d'alcoolodépendance au travers dans toutes les antennes des captifs. C'est un programme qui met vraiment au centre les personnes en situation de grande précarité notamment, et alcoolodépendantes. On les met au centre de leur accompagnement et on les rejoint pour les rendre actrices réellement de leur accompagnement. L'espace Marcel Olivier est un accueil de jour qui est ouvert tous les jours et où l'inconditionnalité est absolument primordiale, puisque les seuls prérequis sont de savoir jouer au Uno, de prendre un café et d'échanger et d'être en lien avec les autres. Évidemment, il y a un espace d'accueil qui est encadré aussi par des professionnels, mais on a vraiment à cœur de pouvoir accueillir les personnes dans leur globalité, que ce soit au travers d'un accompagnement social vers le droit commun, d'un soutien psychologique, mais aussi spirituel, autour de conversations, de discussions individuelles, collectives, des activités aussi, des prières rues, des pèlerinages à Lourdes, comme a pu le témoigner Gaëlle. Le but principal est réellement de remettre la personne au centre de son accompagnement, qu'il soit acteur et actrice de ses choix, lui redonner le pouvoir d'agir. Par ça, on a notamment aussi l'expression de la fraternité au travers d'espaces de conversation, d'échange, mais aussi des espaces participatifs, tels que le conseil de vie sociale, qui est assez régulier, où en fait, les personnes peuvent s'exprimer sur des mécontentements, mais aussi sur des sujets qui peuvent les toucher. C'est une expression réellement d'un sentiment de faire partie d'un groupe et un réel sentiment d'appartenance. Comme il a pu être mentionné aussi par mes collègues, il y a un réel sentiment de faire partie d'une famille, d'une même famille. Les éloignements qui peuvent être nécessaires parfois auquel il faut procéder certaines fois, c'est vraiment un déchirement pour certaines personnes de partir 2 semaines et de ne pas pouvoir participer à des activités. Il y a une réelle proximité entre les personnes pendant les espaces de séjour. En tout cas, c'est vraiment
il est important de ressentir et de voir la fraternité qui peut se créer aussi entre les personnes, mais aussi avec les personnes qui encadrent. La fraternité s'exprime à la fois au niveau aussi de la part des personnes qui sont bénévoles par leur intervention qui est quotidienne et tout au long de la semaine et avec une réelle fidélité. Il y a une fraternité chrétienne qui vient renforcer la fraternité républicaine aussi qui est exprimée, qui est basée sur l'amour du prochain. Et on va vraiment s'atteler à ce que on va aller au-delà des apparences, des stigmates physiques, des comportements chaotiques aussi qui peuvent être amenés à subvenir pour pouvoir vraiment s'atteler à remettre la personne au centre et dans sa dignité. Le fait de faire la différence entre fraternité chrétienne ou fraternité républicaine n'a pas beaucoup de sens non plus sur le terrain. Finalement, ce sont deux fraternités, deux approches qui se font écho. Et il est important de terminer sur le fait que la fraternité, c'est notre outil de travail avant tout, au travers du lien, de l'inconditionnalité et de la dignité humaine. Et qu'elle s'exprime notamment par des gestes, des paroles et par l'entraîne, l'estime que les uns et les autres se vouent et se considèrent. Peut-être Apolline, juste un mot, parce qu'on a préparé évidemment cet échange. J'étais frappé par la manière de parler de ceux qui poussent la porte du centre Marcel Olivier. Tout simplement, est-ce que vous pourriez nous le partager ? Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne savent pas ou qui ne s'imaginent pas, qui ne se représentent pas. Qui sont ces personnes ? Quels sont leurs besoins ? Comment s'établit cette relation ? D'autant que vous tenez à déconstruire, vous dites, l'image qui colle aux personnes alcoolodépendantes. En effet, la majorité des personnes qui viennent à l'espace Marcel Olivier ça marche beaucoup au bouche à oreille. Donc, ce sont des personnes qui invitent des amis de la rue à venir à l'espace Marcel Olivier. La caractéristique principale de l'espace Marcel Olivier, c'est qu'on est précurseur aussi dans l'autorisation des personnes à consommer de l'alcool au sein même de l'espace Marcel Olivier. Donc ça prédit et en tout cas ça témoigne vraiment de l'inconditionnalité qui est primordiale pour nous. Il y a un réel sentiment aussi de fidélité. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont très fidèles, qui reviennent des années durant, tous les jours, et qui ont à cœur aussi de pouvoir rencontrer tel ou tel bénévole le lundi, Christian le mercredi, etc. En tout cas, c'est vraiment très important d'avoir un rythme et il y a un lien très fort qui se crée. Merci Apolline. Je me tourne vers vous, Samuel. Samuel Gibowski, fondateur de l'association Coexister, mouvement interreligieux, qui veut promouvoir le mieux vivre ensemble. C'était quand le début de Coexister ? 2009. Avec ce projet, la rencontre d'artisans du dialogue à travers le monde, un grand voyage à plusieurs de votre âge, votre génération, à la rencontre dans 52 pays, je crois. Puis dans un contexte aussi en France, marqué par les attentats ensuite, l'association s'est déployée particulièrement envers les 15-35 ans. Puis après, il y a eu votre engagement politique, mais peut-être vous allez nous en dire un mot. Comment ce thème, pour vous, de la fraternité, comment ça résonne ? Moi, j'étais très content de l'invitation. D'ailleurs, je voudrais donc adresser mes remerciements aux captifs, mais aussi au Collège des Bernardins. Je suis très touché d'être là à deux égards. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu ici. J'ai des bons souvenirs avec la chère Andrea Riccardi, justement, qui travaillait sur la question de la paix. Et puis, j'ai un lien familial un peu particulier avec les captifs, puisque mes grands-parents s'y sont à moitié rencontrés. Et donc, je leur dois en partie quelque chose. Dans les années, je dirais 50 ou 60 de mémoire, quelque chose comme ça, peut-être plus tard. Et donc, forcément, il y a aussi ce lien qui est important. Ça existait déjà, les captifs ? Donc, c'était plus tard. Alors, ils ne se sont pas rencontrés. Ils y ont fait des choses ensemble, ça, c'est sûr. Ils se sont rencontrés au scooter. Puis, c'est mon père dans la salle, il va m'engueuler en sortant. Donc, en tout cas, il y a un lien important. Et donc, merci encore une fois pour cet accueil. Je réponds à votre question pour vous dire que je trouve ça très, très profond de relier les deux, parce que dans notre histoire à coexister, ça a justement été souvent le fait d'incompréhension pouvant mener parfois de la souffrance, que d'essayer de relier les deux sans que ça puisse satisfaire l'une ou l'autre partie.
Je m'explique très concrètement. Au début, Coexister a plutôt été une association perçue comme confessionnelle, c'est-à-dire ancrée dans un dialogue interreligieux avec des personnes qui étaient toutes croyantes, donc juifs, chrétiens, musulmans, et avec une bienveillance très forte des différents cultes qui ont accueilli comme une forme de renouvellement l'existence d'une association interreligieuse de jeunesse. Et puis on a découvert au bout de quelques années, la puissance de la laïcité comme cadre pouvant rassembler et fédérer les Françaises et Français autour d'une politique de vivre ensemble et d'une pratique de vivre ensemble, surtout dans une période où la France a été marquée par le terrorisme à partir de 2012 et jusqu'en 2018, en passant par cette année un peu épicentre de 2015. Et dans cette période-là, on a essayé de développer une nouvelle vision de l'interreligieux qu'on appelait l'interconvictionnel pour intégrer autour de la table des personnes athées ou agnostiques qui exprimaient cette conviction particulière. Et il est vrai que dans cette période, on a vu aussi certaines crispations du point de vue d'une partie de la famille laïque qui n'a pas compris la place d'un dialogue interreligieux ou interconvictionnel dans ce combat pour mieux vivre ensemble. Parce que oui, il y a quelque chose un peu de l'ordre d'un combat. C'est un thème aussi qui nous a beaucoup tenu à cœur avec Coexister depuis le début, parce qu'on a initié ce labo de la fraternité qui mettait autour de la table un certain nombre d'associations qui avaient pour point commun de rassembler des personnes différentes sans davantage d'ambition. Vous avez beaucoup d'organisations qui peuvent rassembler des personnes différentes de fait, mais sans que ce soit nécessairement leur projet ou leur objectif. Et on avait créé cet indicateur que je vois encore parfois être repris dans la presse tous les ans, qui s'appelait le baromètre de la fraternité, qui était une question posée aux Françaises et Français à travers différentes thématiques pour essayer de mesurer la nature du lien. On avait imaginé, c'est un index, ça vaut ce que ça vaut, mais 3 niveaux de relations possibles pour dire est-ce que cette fraternité elle est intensive, un peu comme une forme de paix civile bien profonde. Il y avait juste les personnes se connaissent, les personnes se côtoient, échangent, se parlent, et puis les personnes font des choses ensemble. Et à travers des sondages de très grande envergure, on mesurait notamment cette fameuse question qui ressort souvent, est-ce que vous avez plutôt confiance dans votre voisin ou pas ? Quel est le niveau de la fréquence de vos interactions ? Est-ce que vous êtes solidaire ? Et cette série de questions donnait lieu chaque année à une tendance comme ça qui permettait de mesurer. Et il était intéressant de voir que souvent, les mêmes années, la fraternité et la tolérance augmentaient en même temps que l'intolérance. C'est-à-dire qu'une partie de la France qui était indifférente était amenuie à mesure des crises que nous traversions, mais que les deux camps, en quelque sorte, celui de l'espérance et celui de la désespérance, s'affrontaient de part et d'autre avec plus de polarité. C'est-à-dire les mêmes années, dans les périodes de terrorisme en France, on a plus d'actes recensés comme anti-religieux, anti-chrétiens, anti-musulmans, antisémites, et en même temps des indicateurs de tolérance et de fraternité qui étaient plus élevés. C'est-à-dire la question posée à des parents, est-ce que vous viveriez de manière positive que l'un de vos enfants se découvre homosexuel ou épouse une personne de religion musulmane ? Et la réponse positive était croissante les mêmes années que celle de l'intolérance. Ce qui veut dire qu'au fond, que l'adversaire principal qu'on a, d'après moi, pour une société fraternelle, c'est l'indifférence, qui est cette zone un peu au milieu et dont on a la mission d'essayer de les convertir. Est-ce que cette proposition, après quelques années de recul, a été comprise ? Vous avez dit un peu la difficulté par un certain nombre d'interlocuteurs de comprendre la démarche et la proposition. C'est une bonne question. Je ne sais pas si je saurais répondre de manière péremptoire à la question, mais j'ai l'impression qu'elle s'installe. Elle s'installe progressivement. Coexister, une association qui poursuit son chemin sans moi aujourd'hui depuis quelques années, dont la 4e présidente a été élue récemment, il y a 2 mois, et c'est la première présidente juive de notre association, puisqu'il y a eu 2 personnes musulmanes qui ont présidé après moi. J'ai l'impression, de là où je me suis tue, que à mesure que le temps passe, la confiance ne fait qu'augmenter dans sa relation avec les acteurs institutionnels religieux, comme du point de vue de l'État, et que surtout ce qui pour moi fait le secret de la longévité de Coexister aujourd'hui, qui est une association qui a donc 15 ans et j'espère encore
beaucoup de vie devant elle, c'est la réalité de l'expérience vécue. C'est-à-dire qu'il y a la façon de traiter avec un plaidoyer, un discours public, les périodes de terrorisme où il faut avoir une proposition à ce moment-là sur la lutte contre l'islamisme, sur la prévention de la violence. Et donc ça, c'est sujet souvent à controverse et à débat. Et puis, il y a la réalité des groupes coexistés qui sont très inspirés de l'éducation populaire, mais plutôt pour des 18-30 ans, vous l'avez dit, qui sont en fait une forme de scoutisme interconfessionnel qui n'existe pas vraiment en France, incluant des athées, puisque la plupart des fondateurs et fondatrices de coexister ont été avant des scouts musulmans, des scouts juifs, des scouts laïcs, et ont essayé, je pense, d'implémenter leurs expériences dans un mouvement qui soit vraiment interconvictionnel. Merci Samuel, je me tourne vers vous, Père Laurence Talla-Bourdillon. On a entendu à la fois l'expérience et la réalité de cette fraternité, pas toujours simple à vivre, ce combat mené par Samuel. La fraternité, j'évoquais l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, mais au fond, est-ce que vous accepteriez de revenir sur une définition de qu'est-ce que c'est la fraternité ? Qu'est-ce que vous avez à nous partager ce soir autour de ce thème ? Merci beaucoup Étienne, bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, je suis très heureux de partager ce moment avec vous et de réfléchir. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de revisiter peut-être le concept même de fraternité. Essayer de l'interroger à nouveau. Je vais m'adresser à vous peut-être parfois un peu en théologien, et puis en observateur de la société qui est la nôtre aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire que l'évocation même du mot de fraternité est le nom que nous donnons à un remède. Quand on entend le terme fraternité, il retentit à nos oreilles, au fond de chacune de nos consciences, comme l'expression d'un remède à la détresse, à la solitude, à la capacité de faire face aux épreuves. Donc, dans le mot fraternité, il y a une dimension de consolation qui est très forte. C'est la première chose. Donc, je suis pour la fraternité. Je vais l'interroger et je vais essayer de descendre un petit peu plus dans ce concept. Le pape François, vous le savez, ça a été évoqué, a publié en 2019 une lettre encyclique sur la fraternité et l'amour social. C'est la fraternité et l'amour social, Fratelli Tutti, qui signifie tous frères. Alors, donc j'entre dans ce point particulier. Il s'adressait ainsi à ses frères franciscains. Donc, ils étaient tous frères parce que quelque chose les unissait dans une fraternité qui était une fraternité de l'ordre. Ils étaient frères franciscains ensemble. Et finalement, quand le pape utilise Fratelli Tutti, écrit Fratelli Tutti, il me semble qu'il invite ses lecteurs à prendre conscience que l'humanité, au XXIe siècle, est au défi de son unité. C'est vraiment le défi qu'on a devant nous, la capacité que nous avons de vivre ensemble et d'être unis. Et pour cela, il va falloir faire un chemin qui nous conduit à cette unité. La fraternité est un chemin, mais dit-il, les technologies, le régime juridique, administratif peut réaliser une forme d'unité et réguler l'unité de la vie sociale. Et pour autant, dit-il, cela ne nous rend pas frères. Autrement dit, il va falloir aller chercher quelque chose de plus profond pour que nous puissions accéder à cette unité profonde. Il y a une question alors qui se pose, que je pose, c'est l'échelle de la fraternité, c'est-à-dire son périmètre. C'est une question qui est plus actuelle, on n'osera pas la poser parce qu'on se dit, oui, tous frères, donc c'est bon, quoi. Il n'y a pas de question. Le caractère universel de la fraternité emporte immédiatement, ipso facto, le fait que vous devez l'étendre à tous et à toutes. Et pourtant, la question se pose, qui est mon frère et qui est ma sœur ? Est-elle universelle ? Est-elle si indistincte que ça, cette fraternité ? Ou bien est-elle sélective ? Mais à ce moment-là, est-elle discriminante de certaines personnes ? Cette question, elle se pose avec une forme d'acuité aujourd'hui. Avec qui dois-je être d'abord peut-être frère ou sœur ? Cette question, elle retentit avec beaucoup d'acuité parce qu'aujourd'hui, la fraternité, je l'entends comme une sorte de devoir, comme une sorte d'impératif, comme une sorte d'injonction.
Comment vous n'êtes pas fraternel? Est-ce possible? Donc, ma question, cette question que je pose, c'est est-elle un devoir? Être fraternel? Est-elle un objectif? Devenir frères et sœurs? Ou bien est-elle un fait? C'est-à-dire accueillir un lien qui nous précède? Parce que finalement, nous ne pouvons pas choisir d'être frères ou sœurs. Nous sommes donnés comme frères et sœurs. Et il faut vivre cette fraternité qui est un lien qui nous est d'abord donné. Il y a des fratries qui ne s'entendent pas du tout. Ils sont frères et sœurs. Donc vous voyez bien qu'il faut vivre quelque chose qui nous précède et qui nous est donné. Donc il faut vouloir être fraternel. Et donc la question que je pose derrière, c'est que si la fraternité s'entend aujourd'hui comme solidarité, comme faire preuve d'humanité, comme faire preuve d'attention aux autres, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la fraternité si on peut remplacer le terme par d'autres termes, d'autres termes? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par Gaël, notre fraternité républicaine trouve son fondement dans ce christianisme qui a façonné notre pays et son histoire, et de cela, nous devons être fiers. Si la devise républicaine est une heureuse version laïcisée des principes, ces principes émergent du christianisme: liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité est d'abord une fraternité dans le Christ. C'est quelque chose qui est essentiel. La fraternité vient du Christ et la fraternité est toujours référée à une paternité, à une source, à une origine transcendance. Et la fraternité républicaine a substitué la patrie au Père des cieux. Et il est ainsi commun d'évoquer des frères d'armes, par exemple, lorsqu'il s'agit d'aller défendre ensemble la patrie. Donc vous voyez qu'il y a toujours un lien avec une ressource d'une présence et d'une paternité, c'est-à-dire d'une origine antérieure. Il y a une question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'avec l'effacement du père ou de la mère comme source transcendante, est-ce que nous ne sommes pas en train de fragiliser justement une source commune, la source d'une fraternité? La fraternité s'origine et prend ses racines dans une source commune, père ou mère, qui nous fait frères et sœurs. Je ne veux pas être particulièrement long parce que je ne veux pas partir trop longuement, mais la question que je voudrais vous partager ou poser avec vous ce soir, c'est sur quoi pouvons-nous fonder aujourd'hui la fraternité? Sur quoi pouvons-nous la refonder? Fraternité républicaine peut-elle suffire à s'imposer? Va-t-elle s'imposer? Personnellement, j'ai envie de dire, je doute que la fraternité républicaine puisse s'imposer d'elle-même. À quel titre? Pourquoi? On voit bien les résistances qui peuvent monter dans la société au fait de dire justement cette discrimination qui pourrait exister et qui pourrait arriver. Alors ma proposition très simple, si vous voulez, c'est que je pense que nous devons revisiter la fraternité pour la découvrir, dans le Christ, pour ceux qui sont chrétiens, et qui découvrent que le Père nous donne une vie et fait de nous ses enfants, et qu'un chrétien va vivre en frère et sœur, va vivre en reconnaissant un frère et une sœur à travers tous ceux qu'il rencontre, parce que c'est pour chacun d'eux que le Christ est mort. C'est pour chacun d'eux que le Christ a donné sa vie et les appelle à la même fraternité et à la même vie. Mais il y a, et je pense que c'est ça que le pape François a essayé de dire, c'est que là où vous ne trouvez pas la fraternité d'un point de vue spirituel ou religieux, il va falloir la trouver ailleurs. Donc il va falloir trouver en chacun d'entre nous un élément qui est un donné de nature qui nous précède. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à découvrir qu'il y a semé en chacun de nous quelque chose qui se trouve en nous, sans nous, qui n'est pas pour nous, mais qui est pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire renaître la fraternité, c'est de découvrir la richesse qui se trouve en chacun, qu'il y a une capacité d'aimer et qui sauve en nous l'humanité. Nous sommes riches de quelque chose, tous. Et c'est pour ça qu'il y a un commun dans la nature humaine. Or, le concept de nature humaine aujourd'hui, à mon sens, est d'un impensé contemporain. C'est délicat parce que, si vous voulez, on a peu de christianisme pour faire la fraternité.
si on a peu de nature humaine commune, on va avoir peu d'éléments pour, je dirais, sourcer la fraternité. Alors je vais simplement terminer en vous disant ceci. J'ai la conviction que le frère ou la sœur aidée, vers qui on se porte en frère et sœur, c'est quand on est motivé pour agir en frère ou sœur à l'égard d'un frère ou d'une sœur, cette personne n'est pas moins cette personne qui m'aide moi-même. C'est-à-dire, c'est l'intime conviction que si je tiens qu'il y a en moi quelque chose qui est en moi, qui ne vient pas de moi et qui est pour les autres, c'est vrai de l'autre aussi. Et c'est vrai de toute personne en vertu de notre commune nature humaine. Donc je pense que la fraternité a de beaux jours devant elle, mais il faut lui donner une sorte de substrat qui lui permet de renaître. Père, merci. Je retiens aussi cette question sur quoi refonder la fraternité. Ça nous donne envie de débattre. Mais d'abord, la parole à Jean-Marc Sauvé pour que chacun puisse apporter sa contribution. Je le disais, vous avez été vice-président du Conseil d'État 2006 à 2018, le plus haut fonctionnaire de France, conseiller du gouvernement et juge suprême de l'administration. Je dirais aussi qu'on peut y ajouter le titre de serviteur du bien commun. Mais on voudrait entendre votre réflexion sur la fraternité peut-être d'abord républicaine. Ce qu'apporte la fraternité à la République, ou ce que la République doit aussi à la fraternité, bien sûr. On ne peut pas concevoir en réalité la République sans la fraternité. Si nous n'avions que la liberté, je veux dire, la société ne pourrait pas tenir. C'est bien de proclamer la liberté, mais ça n'est pas, j'allais dire, un principe qui permettra à une société de tenir. La liberté plus l'égalité, vous voyez, on a déjà deux jambes. Ça permet de trouver un certain équilibre. Mais la liberté et l'égalité, en réalité, ne suffisent pas à créer du lien social et à créer du commun. Je crois que c'est Régis Debray qui disait, ou qui écrivait plutôt, qu'au royaume morcelé du moi je suis libre, je suis égal à mon voisin, à mon prochain. Il nous faut retrouver la force et le sens du nous, de ce qui est commun. Et précisément, c'est là qu'intervient la fraternité. C'est là qu'elle trouve sa place. Alors, je ferai une petite digression pour commencer en souscrivant à ce qu'a dit le père Stella Bourdillon, et en particulier la fraternité chrétienne, elle s'enracine dans la paternité divine. C'est par la transcendance que nous prenons la mesure et que nous prenons conscience de ce que nous sommes tous frères. Il faut savoir que dans la société civile, ce n'est pas tout à fait pareil. On a parlé de frères d'armes. Alors, les frères d'armes, c'est les frères d'armes. Il y a un parti politique dans un pays voisin de la France qui, d'ailleurs, exerce les responsabilités gouvernementales, qui s'appelle Fratelli d'Italia. Et Fratelli d'Italia, ce n'est pas la fraternité universelle. Donc on a Fratelli Tutti, le pape, son encyclique, et un parti plus nationaliste ou populiste. Et donc, si vous voulez, le mot frère n'implique pas que nous soyons ouverts à une fraternité universelle. D'ailleurs, je crois que le dictionnaire Littré, quand il parle de fraternité, il est un peu gêné aux entournures. C'est-à-dire qu'il évoque la liaison étroite de ceux qui, sans être frères, se considèrent comme frères. Ça peut être des groupes restreints. Alors, la République
c'est un maillon ou une étape intermédiaire entre la fraternité biologique, une famille. Quelles sont les familles dans lesquelles il n'y a pas de tension et parfois de crise entre, je dirais, la famille et l'universel. Il faut savoir, si vous m'y autorisez, mais vous me couperez quand vous estimerez que ça suffit comme ça, mais dès l'Assemblée constituante, c'est-à-dire dès 1789-1791, la fraternité n'est pas présente. On n'en parle pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Mais tout de même, dans le préambule, il y a un parfum quand même de fraternité. Mais après, on affirme des droits individuels. Bien. Mais dans la Constitution de 1791, qui est notre première Constitution, on dit que il appartient. Alors, est-ce que c'est à l'État ou... Enfin, il faut célébrer non seulement la Révolution, la Constitution, mais par des fêtes, par des commémorations, il faut célébrer la fraternité. Ces choses-là sont déjà très présentes dans notre première Constitution. Puis vous savez que ça ne s'est pas bien passé. La Constitution de 1791 n'a vécu que 2 ans. Et il a fallu en réalité qu'on traverse toutes les épreuves de la Convention, de la guerre extérieure, pour qu'on redécouvre la fraternité en 1848. Et c'est en 1848 que la fraternité est affirmée dans la devise républicaine. Ce qui est très beau, c'est qu'en 1848, on abolit l'esclavage. Et non seulement on abolit l'esclavage, mais je ferai référence à un débat qu'on a oublié, mais qui remonte à la fin de 2015. On a dit que ceux qui n'appliqueraient pas l'abolition de l'esclavage, des planteurs de canne à sucre de tel ou tel département, seraient déchus de la nationalité française. Donc c'était la fraternité, mais avec une sanction quand même très sévère pour ceux qui ne s'y rangeraient pas. Alors, après, voilà, il y a le coup d'État du 2 décembre 1851, et sous la Troisième République, alors la Troisième République, elle est née à une voix de majorité, on n'osait pas trop affirmer les principes et les valeurs, mais on a commencé à écrire sur les bâtiments publics liberté, égalité, fraternité. C'est comme ça que c'est né. Et puis en 1946 et en 1958, enfin, on a dit que la devise de la République, c'était la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, j'ai fait un très long chemin, et vous allez dire où est-ce qu'il veut en venir. Je pense que qu'on se tourne vers la République ou vers la Bible, nous avons besoin de composer et de construire un monde commun. Et je crois que sans la fraternité, nous ne pouvons pas y parvenir. Ce monde commun doit transcender les intérêts personnels, légitimes, tous légitimes, mais nous avons besoin d'aller vers les autres. Et nous avons pas seulement besoin de politique sociale, de politique de solidarité qui soit portée par les personnes publiques, l'État ou les collectivités territoriales. Nous avons besoin, en réalité, de rencontrer l'autre en vérité pour devenir nous-mêmes, en lui tendant la main et en l'aidant à vivre. Et donc, voilà, nous devons collectivement relever le défi de la fraternité, que nos services publics, qui sont aussi nécessaires que la liberté et l'égalité, sont complètement impuissants
à assumer seul. Et je terminerai, si Étienne Le Raillère m'y autorise, il ne peut pas y avoir dans nos sociétés de construction de l'identité de la personne, ni de vie collective digne de ce nom, sans faire place à la fraternité et à la reconnaissance en acte de l'autre. Et quitte à pécher par excès de présomption, je ferai mien ce qu'ont écrit, chacun à leur manière, Dostoïevski et Lévinas. Nous sommes tous responsables de tout et de tous, devant tous, et moi plus que tous les autres. Merci pour ces fondements, cette réflexion, cet approfondissement. Je repars de cette question, comment refonder la fraternité aujourd'hui, parce qu'on perçoit dans cette société très éclatée que c'est une nécessité. Et à vous écouter, il y a là, en tout cas dans la réflexion, tout ce qu'il faut. Mais après, il faut le mettre en œuvre, parce que sinon, ça ne reste que des mots. La fraternité, ça commence, c'est un risque, et c'est parfois dur, Apolline, dans votre métier au quotidien. Et j'aimerais d'ailleurs que, après, vous pouvez bien sûr les uns les autres réfléchir et débattre de cette manière de rendre concrète aujourd'hui et de refonder la fraternité. En effet, c'est un risque on s'expose systématiquement de toute façon à l'autre dans son entièreté, dans ce qu'il est, avec ses difficultés, ses troubles, ses traumatismes. Mais c'est vrai que pour rejoindre Monsieur Sauvé et le père Stalag Bourdillon aussi, c'est vrai que le lien est primordial, mais l'inconditionnalité, c'est pas non plus l'inconditionnalité n'empêche pas non plus d'avoir des règles de vie communes et justement où chacun peut trouver sa place aussi. C'est sûr, c'est s'exposer à un risque que chacun puisse s'exprimer aussi tel qu'il est, mais il est important aussi d'avoir conscience qu'on fait partie d'un collectif, que chacun doit se prendre la main ou en tout cas de s'entraider, mais que tout ça dans une organisation qui permette à ce que le collectif puisse vivre aussi en harmonie. C'est pas que des mots, la fraternité, Samuel. Mais je sais pas, après, vous avez peut-être des questions pour les uns les autres et aussi nourrir l'échange. Je reviens passionné d'histoire sur ce que vous évoquez, Monsieur Sauvé, à l'instant, parce que c'est important pour moi de nous remettre en condition pour réfléchir à comment est-ce qu'elle peut être un commun. Aujourd'hui, je proposerai une piste en conclusion sur quoi est-ce qu'elle a été fondée au départ, de mon point de vue, et comment est-ce qu'elle a aussi été détournée pour exclure des non-frères. À plusieurs moments, et comment est-ce que cette exclusion des non-frères dans cette fraternité-là, vous l'évoquiez, Père, peut se reproduire. Pour moi, elle est fondée déjà, puisqu'on parlait de la Constituante, en 1790. La première fois qu'elle est évoquée, c'est par Robespierre, dans le discours des gardes nationales parce qu'on parle des gardes au féminin, sur le don de sa vie, pour défendre le projet républicain, enfin pas encore républicain, révolutionnaire, qui est à l'œuvre en France, et pour introduire justement cette idée qui sera poussée en 1793 pour le meilleur comme pour le pire, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et à ce moment-là, pour moi, elle comporte une vertu qui est de dire vous êtes, gardes nationaux, frères d'armes, déjà, dans cette adversité commune par rapport à un idéal que vous partagez. Et puis, elle est fondée sur une deuxième notion importante pour moi, qui est de ne pas oublier qu'entre la paternité commune et notre situation d'enfant de Dieu, il y avait quand même un intermédiaire qui posait sacrément problème et pour lequel la République a rendu un franc service, c'est la sujétion. C'est qu'entre Dieu et nous, il y avait quand même le roi, desquels nous étions les sujets, et la République vient dire à ce moment-là, en inversant la hiérarchie de cette verticalité du lien, auquel je suis très attaché du point de vue de la fraternité,
Nous avons en commun quelque chose de fondamental qui était avant nous, qui sera après nous et dont nous disposons à égalité, qui sont nos ressources, en l'occurrence la terre, la création. De ces ressources procède une patrie, de cette patrie procède la nation, et de la nation procède la citoyenneté. Alors, je vous écoute, et en même temps, je me dis, moi qui fais une tournée rue, en quoi cette réflexion va m'aider à vivre cette fraternité à laquelle je suis appelé, et en quoi ça me met au défi, Bien ça sûr. m'encourage. Parce que à ce moment-là, alors moi je fais pas de tournée rue, mais je laisserai du coup Apolline nous répondre sur cette question. Mais pour moi, quand on comprend ça, et là où ce détour théorique est important, c'est qu'en fait, on comprend qu'elle est toujours fondée sur quelque chose en partage. Et pardon, c'est très important, désolé, mais je fais un dernier détour parce que je vois qu'en plus vous l'aviez noté, qui est celui des non-frères. Parce que vous m'avez posé la question par mail. Et la question des non-frères, il y a ce livre très intéressant de Régène Sénac qui dit « La fraternité au pays des non-frères » et qui explore, en commençant par les femmes pendant la Révolution, puis les esclaves jusqu'en 1848, puis les personnes n'ayant pas le moyen de payer le suffrage censitaire, etc. etc. Aujourd'hui, peut-être les migrants. Les personnes qui ne sont pas incluses dans cette fraternité et qui subissent une exclusion de revers qui est presque plus fort que si on n'avait pas évoqué la fraternité pour le premier cercle. Donc ça, c'était les deux détours théoriques que je voulais faire pour dire qu'au final, la manière de l'incarner, quand on comprend d'où elle vient et quand on comprend les erreurs qu'elle a commises, et quand elle a été détournée, c'est de l'incarner sur des communs. Et les communs, aujourd'hui, le mouvement des communs est un mouvement qui nous permet d'incarner de différentes manières très concrètes une façon de mettre en partage. Les coopératives, de mettre en partage l'économie. Les tiers-lieux, de mettre en partage les espaces. La maraude, probablement, de mettre en partage le temps, l'attention. Et cette mise en partage aujourd'hui qui reconnaît une grande période, de vent en poupe, est une façon pour moi de vivre cette fraternité parce que c'est autour de ce commun qui peut être aussi une manière pour les croyants d'y voir un commun qui est Dieu ou le visage du Christ, mais pour les autres qui ne partagent pas notre foi et qui partagent par contre notre laïcité et notre République, d'y voir le commun qui nous fonde comme frères et sœurs. Jean-Marc Sauvé, Père Laurence Stala-Bourdillon, si vous voulez réagir. Un mot sur... alors il y a la question du temps qu'on donne à quelqu'un. Dans la lettre encyclique Fratelli Tutti, au chapitre 2, le pape François va opérer une relecture d'une parabole bien connue qui s'est appelée très longtemps la parabole du bon samaritain. Et il ne l'appelle pas la parabole du bon samaritain. Il l'appelle la parabole de l'homme sur le chemin. Rien que changer le titre, c'est changer la perspective. Et c'est intéressant de voir que nous, on avait pris l'habitude de regarder ceux qui font du bien. Et le pape nous dit, décentrez votre regard et regardez celui à qui il faut faire du bien. Et c'est très différent. Donc, voyez, c'est plus la vertu de l'homme vertueux, le samaritain, c'est ce dont cet homme a besoin. Et la première chose que le pape a souligné, c'est effectivement ce que disait Samuel, c'est le temps. Il va commencer à lui donner du temps. Sur le temps, je reste et je continue. Il me semble qu'il y a un aspect décisif à redécouvrir pour que vive la fraternité. C'est de découvrir que l'être humain est un être en devenir. Et que c'est quelque chose aujourd'hui qui a de plus en plus de mal à advenir. Nous ne sommes pas nés achevés, nous sommes en train de nous accomplir. Et le service de la fraternité, c'est de créer les conditions favorables pour que la personne puisse accomplir ce qu'elle a à devenir, ce qu'elle a à accomplir. Nous sommes dans une société qui est tellement technicienne, où l'être humain finit par devenir lui-même un produit dont on va pouvoir mesurer la qualité, etc. En vous écoutant tout à l'heure les uns les autres, je me suis dit, mais comment une société comme la nôtre, qui peut mettre si haut la fraternité, peut se révéler si peu fraternelle quand elle perd de vue que l'être humain est un être en devenir et dont on se dit qu'on va pouvoir bien, qui sait, fraternellement, abréger la vie de quelqu'un ? Vous voyez la contradiction dans laquelle on est ? Donc ça veut dire qu'il faut absolument revisiter la signification de ce que c'est qu'un être humain. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est une question qui est dans l'angle mort de la pensée contemporaine. On fait tous comme si on savait ce que c'était. Parce qu'on sait le mesurer, on sait le voir, on sait calculer, on sait avec l'imagerie médicale aller au plus profond de vos cellules. Mais c'est fait pour devenir quoi ? Et vous voyez bien que l'être humain, il est en devenir ici étroitement dans le temps, sauf
si on peut l'ouvrir à une perspective autre, au-delà. Donc la fraternité chrétienne, elle se nourrit de la conviction que toi, mon frère, toi, ma sœur, je te retrouve de l'autre côté. Et d'ailleurs, on le sait bien, ce sont les pauvres qui nous accueillent. Quels sont les freins, les obstacles pour vivre cette fraternité auquel ceux qui œuvrent, par exemple, au Captif la Libération, aspirent et mettent en œuvre? Jean-Marc Sauvé, quels sont les freins, les obstacles, comment les lever? Je reviens à ma question, comment refonder cette fraternité aujourd'hui? Comment il faut sortir de sa zone de confort. Je ne voudrais pas que l'éloge de la fraternité et le consensus sur l'impérieuse nécessité de construire un monde fraternel puisse être regardé dans ma bouche comme une critique implicite des politiques de solidarité et des services publics, des services publics qui se consacrent à ces politiques de solidarité. Les personnes malades, les personnes en situation de handicap, tout ce qui touche à l'enseignement, etc. Mais je pense que l'action de l'État et des personnes publiques ne suffit pas pour construire aujourd'hui une société qui tienne debout. Il est nécessaire, à côté de toutes les ressources publiques, de toute l'énergie procurée par les impôts, les fonctionnaires, les citoyens, individuellement et collectivement, se mettent en mouvement. Et au fond, le pape dit très bien dans Fratelli Tutti, non, c'est pas bien ce que je vais dire, puisque je voulais dire, le pape dit très bien là où je veux en venir. Non, c'est j'en viens là où le pape dit les choses. Et ce que dit le pape, c'est que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps, n'est pas juste un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Alors, pour que, si vous voulez, on puisse faire progresser la fraternité dans notre société, il faut plusieurs choses. Il faut être en capacité de porter un regard nouveau sur toutes les détresses auxquelles nous sommes confrontés. Moi, je parlerai du public des apprentis d'Auteuil, c'est-à-dire des jeunes qui, sur le plan scolaire, sont en rupture, sont des décrocheurs. Dans nos collèges, nos écoles et nos lycées, nous avons un effectif à la rentrée d'inscrits. Eh bien, à la Toussaint, notre effectif est supérieur, et à Noël, il a encore augmenté d'un cran, parce qu'il y a toute une série de jeunes qu'on ne peut pas supporter dans l'enseignement public ou dans le reste de l'enseignement privé dont nous faisons partie. Voilà. Et donc, il y a les jeunes, il y a tous les enfants qui ont pu être abusés ou qui ne sont pas bien traités dans leur famille. C'est tout ce domaine de la protection de l'enfance. Il faut tout de même mesurer que le nombre de jeunes qui relèvent de la protection de l'enfance ne stagne pas, ne diminue pas, mais il continue d'augmenter. Ces jeunes, il faut leur tendre la main. Et de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de reconnaissance et d'amour. Et puis après, je terminerai par là, mais il y a ce qu'on appelle, avec cet acronyme anglais, les NEETs, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont ni en scolarité, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de stage, pas d'insertion. À la fin de la scolarité obligatoire, nous avons 12 à 13% d'une classe d'âge, c'est-à-dire environ 80 000 à 90 000 jeunes par an qui sont à l'arrêt. Bon. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur promet?
à part de passer la journée sur un canapé, à faire des jeux vidéo, et le soir, une fois que la nuit tombe, le cas échéant, participer à des trafics. Voilà. Il nous faut croiser les initiatives publiques et privées, confessionnelles ou laïques. Il nous faut aller vers et y aller ensemble. Et ce que font les associations, les fondations qui sont confessionnelles ou qui ne le sont pas, c'est absolument fondamental pour justement répondre aux détresses de la société. Merci de nous mettre aussi de plein pied dans la réalité qui est complexe. Dans le titre de cette table ronde, il y avait aussi cette interpellation sur vos espérances. J'aimerais pouvoir vous entendre, et ce sera aussi le mot de la fin, Samuel. Une espérance, multiplier les passerelles. La fraternité est une passerelle. Fraternité républicaine, fraternité chrétienne, ça veut dire aussi de lutter contre ses propres peurs pour dresser un pont tout de suite en bas de chez soi. Apolline. Une espérance de rejoindre l'autre, vraiment dans tout ce qu'il est, dans toute son entièreté, ses beautés et à la fois aussi tous ses côtés sombres. Je pense que c'est vraiment important. Rejoindre les personnes jusque-là. Père Stala-Bourdillon. La conviction, pendant tout le jubilé de l'espérance, parce que ce sera en 2025 l'espérance, la conviction que Dieu se cache en chacun, que Dieu est présent en chacun, et que c'est pas à moins de ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrive à vaincre cette espèce de spirale qui nous éloigne de Dieu, alors qu'il est secrètement caché à l'intime de chacun d'entre nous, et que c'est notre responsabilité de le dévoiler. Jean-Marc Sauvé. Eh bien, dans la foulée de ce que dit le père Stala-Bourdillon, effectivement, Dieu est présent au cœur de toutes ces personnes qui sont fragiles, maltraitées, profanées. Et au fond, l'espérance que j'ai, c'est que ces personnes soient reconnues et que nous ne leur soyons pas indifférents. Si on n'est pas indifférent, c'est le début. On est capable de se lever et de se mettre en mouvement et de se mettre collectivement en marche. Merci à vous quatre pour cet échange sur la fraternité. Merci à l'association Aux Captifs La Libération de nous avoir réunis ici au Collège des Bernardins autour de ce thème de la fraternité. Vous pouvez bien sûr retrouver ce hors-série sur ktotv.com.